Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Voilà, pour dire que, vous dire peut-être un peu pourquoi on en arrive là, parce qu'après tout, c'est toute une histoire qu'on a du reste déjà commencé à essayer de reconstituer pendant le repas de midi. C'est une histoire qui nous a fait nous connaître à partir de finalement d'une rencontre de Pierre-Paul et moi à propos de Jean Toussaint des Antilles. Hein. Et puis ensuite, cette rencontre a fait tache d'huile avec un certain nombre de personnes, et on vient de se rendre compte tout à l'heure qu'on se connaît tous, quoi. Donc, merci encore à Christian de venir un peu nous parler de ce qui lui tient à cœur et de ce que nous connaissons tous finalement peu ou prou, puisque nous avons beaucoup travaillé de part et d'autre avec son travail et avec le travail de son ami, c'est-à-dire les vidéos qui portent sur l'étude menée par Christian sur le réel Lacan et nous. Donc on sait un peu de quoi, autour de quoi ça tourne. Moi personnellement, j'ai été très interpellé par sa thématique et sa façon d'en traiter, de cette thématique, et cette façon de se présenter comme finalement un peu un électron libre. Enfin, tu me diras si je me trompe, dégagé des influences institutionnelles, des influences d'école, pour porter une parole qui soit effectivement la sienne, et qui prenne le risque, n'est-ce pas, d'accidents, de paroles dans la pure tradition freudienne. Donc c'est quelque chose qui m'a séduit, qui m'a attiré, ce pourquoi je lui ai demandé s'il était disponible pour venir nous parler, et il a répondu avec une grande gentillesse positivement, malgré tout un tas d'aventures transverses, intercurrentes, pas comiques, du reste tout à fait redoutables, qui ont failli l'empêcher de venir jusqu'à nous, ce que nous aurions vraiment déploré. Mais je vais vous dire d'emblée que moi, personnellement, il y a un certain nombre de points sur lesquels j'ai envie de l'interroger. Ces points sont comment on devient psychanalyste, parce que il me semble qu'il a dans son parcours à lui une certaine singularité qui est susceptible de nous intéresser. Alors qu'est-ce qu'il pense dans ces conditions-là de la passe? Une autre question, c'est qu'en est-il du fait de devenir, de prendre cette position, de se faire installer dans cette position? Est-ce que ça n'a pas à voir un peu avec certaines choses traditionnelles qui tournent autour de la place du soigneur en général dans les sociétés? Voilà un certain nombre de questions que j'aimerais lui poser, ainsi que évidemment questions qui sont tout à fait centrales pour notre exercice. C'est par exemple comment, pour reprendre un titre célèbre, comment dans la cure on démasque le réel. Hein, voilà, ça c'est une question que j'aimerais aussi lui poser. Voilà. On te laisse la parole. Donc. Oui, alors merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être là. Hein. C'est comme une espèce de rêve pour moi, puisque Jean-Pierre m'invite chez moi, donc en Corse, ce qui est toujours bienvenu. Et pour en plus une rencontre comme ça sous de tels auspices, c'est vraiment un grand plaisir. Donc je vais peut-être essayer de commencer à répondre à une de tes questions, sur celle de comment on devient analyste. Alors je ne sais pas qui est on, en tout cas je sais que j'étais pas forcément
dans la volonté de devenir analyste. Je ne voulais pas devenir analyste. Mais sûrement que je l'ai désiré puisque je suis devenu analyste. Et donc ça s'est passé parce que d'abord je faisais un métier absolument passionnant, puisque je suis graphiste et je faisais notamment des livres pour enfants. Alors ça, c'est la partie très agréable, puisque je concevais des histoires et je faisais des illustrations, etc. Ça ne rapporte pas tellement d'argent de faire des livres pour enfants, même ça coûte plutôt de l'argent. Donc, j'avais certaines compétences dans le domaine graphique qui ont fait que j'ai travaillé dans la mode et le luxe sur le plan purement artistique. Et c'est un métier que j'ai fait vraiment avec passion. Et d'ailleurs, il y a une espèce de conjonction qui s'est opérée, parce que dans ma vie, disons, dans les aléas de l'existence, j'ai connu effectivement une expérience de mort clinique quand j'avais 23 ans. Et 4 ans après, j'ai fait ma première analyse. Donc j'ai passé en tout 12 ans en analyse, 7 ans dans une première analyse et 5 ans dans une deuxième analyse. Je peux dire que c'est là que s'est décidé l'orientation de mon destin. Puisque, bien que j'ai un métier absolument passionnant, ce que j'ai lu sur des aspects vraiment purement techniques de mon métier, je ne l'ai trouvé que chez Lacan. C'est curieux, parce que Lacan n'est pas du tout connu pour une expertise sur le plan visuel, mais l'expérience qu'il fait de la skise, l'écart qu'il y a entre la vision qu'il place du côté du sujet et le regard du côté de l'objet, qui avait déjà été annoncé notamment par Baudelaire, ces objets qui nous observent d'un regard familier. Ça, je l'avais vécu en tant que graphiste, c'est-à-dire dans mon expérience graphique. À un certain moment, quand vous concevez des choses graphiquement, c'est valable pour les peintres aussi, j'imagine, vous vous rendez compte que c'est commandé, c'est-à-dire c'est plus vous qui faites la chose, mais vous êtes obligé d'obéir à quelque chose qui vous commande du point de vue de la chose elle-même. Et donc ça, cette expérience-là que j'avais vécue sur le plan graphique, je l'ai retrouvée thématisée de manière très précise. C'est l'histoire de la boîte de sardines de Lacan. Oui. Et cette thématisation-là n'apparaît nulle part ailleurs que dans l'œuvre de Lacan. Je connais pourtant, disons, les expériences de ma vie ont fait que je me suis vraiment intéressé de manière très très pointue et même, je dirais, un peu obsessionnelle à comprendre ce qui s'était passé, en gros pourquoi j'étais mort cliniquement à 23 ans. Et donc j'ai dévoré les livres, aussi bien la philosophie que la théologie, que tout ce qui était possible de savoir à travers l'histoire de l'art, à travers les romans, etc. Et j'étais très très avide de pouvoir mettre des mots sur cette expérience-là. La boîte de sardines, peut-être. Tout le monde n'est pas au fait. Alors la boîte de sardines, c'est une expérience que Lacan raconte, qu'il est à la pêche, et puis il voit une boîte de sardines qui flotte sur l'eau, et il décrit très précisément le fait que la boîte lui apparaît comme précédant sa possibilité de la voir. Et cette précession du regard sur la vision, dans la formation qui est la sienne, je dirais la formation de son esprit. On en a parlé un peu tout à l'heure, parce que Lacan a, en dehors du fait que c'est un lecteur sublime, notamment c'est parce qu'il a lu Freud de cette manière-là qu'il est devenu Lacan, et c'est pour ça que on ne peut pas dissocier Freud et Lacan. Quand aujourd'hui des gens se disent, par exemple, moi je suis juste freudien, je suis pas lacanien, ça veut dire qu'ils passent à côté de Freud, parce que Lacan révèle Freud dans sa lettre elle-même. Donc sa capacité de lire le place dans une possibilité de rendre compte de ce que la lettre, le travail de la lettre judaïque, on peut dire, on en parlait dans la voiture, c'est Freud représente l'acmé peut-être de la culture occidentale. C'est-à-dire ce qu'il amène,
la possibilité de la psychanalyse, c'est la possibilité réelle d'une émancipation radicale. Et ce côté-là, la subversion freudienne, va être totalement recouverte tout le temps par des gens qui vont parler dessus et qui vont recouvrir cette possibilité d'émancipation. Et ça, c'est une tradition qui est liée, je dirais, à la lettre juive, c'est-à-dire à cette qualité-là de travail sur le texte qui a amené Freud, donc ce représentant là, de la diaspora. Et c'est pas pour rien, je pense, que les Juifs étaient dans le collimateur des nazis. C'est que ça représentait effectivement la somme la plus importante de culture. Quelqu'un comme Freud, par exemple, avait absolument tout lu, exactement comme Lacan, et il savait tirer de cette lecture les enseignements qui convenaient pour aller vers une émancipation du sujet. Et peut-être je me suis un peu perdu là par rapport au début de la question. Donc dans l'idée de la boîte de sardines, on retrouve ce rapport au monde qui est un peu inversé. Un peu comme quand Freud commence sa clinique, en fait, il faut pas oublier qu'il est médecin, qu'il est psychiatre. C'est-à-dire quand vous allez voir un médecin, vous allez voir quelqu'un, et ça vous met dans une certaine position. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un, et lui va vous donner une ordonnance. Il va vous ordonner quelque chose. Donc, il va vous dire, vous allez voir un peu comme on va voir quelqu'un qui est un maître, qui va vous dire quelque chose. Et lui inverse ça, Freud, quand même. Le début de sa clinique, c'est quand même avec les hystériques, et il se dit, mais en fait, elles en savent plus que moi sur ce qu'elles ont. Il inverse la chose, c'est-à-dire qu'il va les écouter, au lieu de leur dire ce qu'elles ont, ce qu'il faut qu'elles fassent, etc. Et il dit, ben non, alors je vais les faire parler. C'est totalement révolutionnaire, parce que, vous vous rendez compte, c'est des gens qui sont considérés comme des fous, et au lieu d'aller leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, et ce qu'il faut qu'ils prennent, et comment ils doivent se comporter, ce qu'ils doivent faire, etc., il y a quelqu'un qui dit, il inverse la chose. Il dit, ben non, alors parlez-moi. Et il va écouter dans la parole les récurrences de la parole, il va dévoiler l'inconscient. Et l'inconscient, justement, comme vous le savez maintenant, puisque vous êtes averti avec Jean-Pierre, ce n'est pas l'inconscience, l'inconscient. L'inconscient, c'est un savoir. C'est le nom que Freud donne à un savoir, mais un savoir qui ne se sait pas lui-même. Un dire qui ne se sait pas, un savoir qui ne se dit pas. Et lui, il sait qu'il est là-dedans. Donc il y a une forme d'inversion exactement comme il y a cette inversion entre le regard, la boîte de sardines qu'il regarde avant qu'il puisse la voir. Donc on retrouve ça par exemple dans le cinéma de Charlie Chaplin. C'est toujours la tache aveugle dans l'image d'où peut revenir la lumière qui peut permettre qu'un sujet voit. C'est le paradoxe. Parce que sinon, on est coupé du monde. On a l'impression qu'on forme une unité en soi et que le monde, lui, forme une autre unité. Alors qu'il y a une relation entre le monde et nous, mais pas sur le mode qu'on croit à l'origine ou qu'on a présenté, c'est-à-dire comme un objet. Le monde a étudié comme un objet, et donc on va en tirer des leçons, des lois, etc. Non, nous sommes reliés au monde d'une autre manière. C'est-à-dire que ce que découvre Freud et ce qui est aussi le plus massivement refoulé par les psychanalystes eux-mêmes, c'est que aujourd'hui, par exemple, c'est un jour de manifestation, peut-être à Paris, l'armée qui risque de tirer sur la foule, etc. Nous sommes dans des considérations de type social, etc. Et on a l'impression qu'on a affaire à des objets, alors que Freud découvre que c'est l'inverse. C'est-à-dire que la société procède du refoulement et pas l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'origine, en fait, il y a quelque chose d'autre qui se passe que ce qui va nous être représenté dans le monde et par le monde, qui va nous revenir, a quelque chose à voir avec nous, mais de notre refoulement. Voilà. Donc cette inversion-là, c'est vraiment révolutionnaire pour la clinique. Et puisqu'il y a ici des gens qui s'intéressent à l'écart entre la clinique psychologique et la clinique psychanalytique, par exemple, la clinique psychanalytique répond, depuis Lacan en tout cas, d'un discours qui s'appelle le discours de l'analyste, qui est une structure. Et c'est pareil, là aussi c'est inversé. Comme dans Hegel, c'est pas le sujet qui tient un discours, mais le sujet est pris dans un discours, à son insu. Donc on va retrouver
dans quel discours il est pris en fonction des modalités de sa jouissance. Parce que les discours de Lacan, hein, vous savez, le discours du maître, le discours de l'hystérique, le discours universitaire, le discours de l'analyste, et puis le petit dernier qui n'est pas un discours parce qu'il ne fait pas lien social, c'est-à-dire le discours capitaliste, lui n'est pas vraiment considéré comme un discours parce que il ne fait pas lien social. Mais tous les liens sociaux sont régis par cette organisation discursive. Cette inversion-là, donc le fait d'être parlé avant d'être parlant, ça fait partie aussi du principe analytique. Et la différence, donc, c'est qu'un psychologue, lui, s'il reste dans la dimension universitaire de ce qu'il a appris en psychologie, il ne va pas s'inclure lui-même comme un élément actif de la thérapie, mis à part sa parole, etc. Mais il va pas comprendre que c'est en fonction d'où il parle et de ce qu'il fait lui-même qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans la clinique. Parce que dans la psychanalyse, en fait, c'est la position de l'analyste qui va induire la véritable clinique, qui est une clinique du sujet. C'est-à-dire le sujet va être amené à parler et en parlant, à dire quelque chose qu'il ne sait pas qu'il dit. Et donc le réel, là, c'est d'abord, première définition négative du réel, le réel, c'est pas la réalité. Hein. Le réel, c'est autre chose que la réalité. Mais le réel, pour autant, n'est pas exogène au symbolique. Hein. Alors, vous savez, puisque vous suivez Jean-Pierre, mais il y a 3 registres chez Lacan, imaginaire, symbolique et réel. On va dire, pour simplifier, que le symbolique, le monde des représentations, la parole, c'est ce qui nous fait vraiment, à proprement parler, humain. C'est-à-dire que nous vivons dans le symbolique. Nous vivons immergés dans le langage. C'est-à-dire que la langue, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On est plongé dedans. C'est-à-dire on l'apprend pas comme on apprend à conduire ou à chasser ou n'importe quoi. C'est-à-dire que on va être immergé dedans dès le départ. C'est-à-dire que avant notre naissance et au moment de notre naissance, nous sommes immergés dans un bain de langage. Donc le symbolique va entièrement nous coloniser notre corps au point où nous n'avons pas accès directement à notre corps sans passer par l'intermédiaire des représentations, des mots, des paroles. Donc ça constitue, disons, le modèle de ce qu'est la possibilité du sujet, aussi bien pour Freud que pour Lacan. Lacan, lui, il va tirer de ce symbolique 2 autres registres qui sont l'imaginaire et le réel. Si on considère que le symbolique est une porte, notre porte d'entrée dans l'humanité, cette porte ouvre elle-même sur 2 autres portes qui sont ou l'imaginaire ou le réel. C'est comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et imaginaire, c'est le monde des représentations. Si je vous dis un mot, là, je vous dis par exemple, cet après-midi, il y a cette manifestation à Paris des Gilets jaunes, immédiatement affluent vers nous des représentations, c'est-à-dire Gilets jaunes, manifestations, armée, police, etc. Vous ouvrez sur l'imaginaire. Si on ouvre sur le réel, c'est là où c'est une petite subtilité, c'est que le réel n'est pas totalement exogène au symbolique. Il est une limite interne au symbolique. C'est-à-dire ce que les mots eux-mêmes n'arrivent pas à recouvrir comme réalité. Et il est sa limite interne. Et là, il est plus du côté du signifiant que du signifié. Quand j'ai dit tout à l'heure, Gilets jaunes, etc., vous êtes du côté du signifié. Si on est du côté du signifié, on va entendre la consonance de ce que je dis. C'est-à-dire les mots dans leur sonorité et la manière dont ils répondent entre eux du point de vue du signifiant. Et donc là, le réel dans la clinique, il va se traquer comme ça. C'est-à-dire il va se traquer du point de vue du signifiant et pas de ce que dit le sujet. La plupart du temps, ce qu'il dit, il est enferré dans des représentations et il se rend compte qu'il peut pas sortir des associations dites libres. En fait, elles sont très contraintes parce que il est enfermé dans un jeu de représentation. Et la possibilité de sortie d'une interprétation, c'est notamment de jouer sur l'équivoque signifiante, c'est-à-dire que vous jouez sur, cette fois, l'assonance et les consonances de certains signifiants. Par exemple, une fois, il y avait un analysant qui
parler, il ne voulait pas parler de son père. Alors Freud dit, c'est l'histoire de la mère, moi c'est avec l'histoire du père, mais je me souviens plus exactement, parce que quand on est en psychanalyse, on écoute avec son inconscient, donc j'arrive toujours difficilement à me souvenir ce qui s'est passé dans mes interprétations. Des fois, mes analysants me disent « Mais qu'est-ce que vous m'avez dit là ?» Je ne me souviens plus du tout. Et là, je me souviens un peu parce que c'était flagrant, c'est-à-dire qu'il y avait une allitération de mots en « P ». Et donc, je savais qu'il voulait éviter le père, papa, mais il employait que des mots où il y avait des « P » partout. Alors, je lui ai dit mais alors... je ne sais plus comment j'ai dit ça, mais je l'ai questionné sur son père, et il y a eu un effondrement suivi d'une respiration, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc voilà, la différence entre l'imaginaire, c'est-à-dire qui va statuer sur le contenu des propos d'un analysant pour en tirer des formes d'enseignement qui vont être objectivisées sous forme diagnostique, ça c'est ci, ça c'est ça, etc. Là, on est dans la psychologisation. Quand on est dans la psychanalyse, c'est une singularité radicale de chaque sujet, et il n'est pas question, justement, de faire venir du diagnostic dessus. Non, c'est une écoute, et cette écoute-là va amener, par rapport au réel qui est induit par le signifiant, quelque chose d'absolument spécifique à chaque sujet. Voilà. Pour le réel dans le symbolique et le réel dans la clinique. Ensuite, peut-être pour revenir sur la manière dont ça s'est passé pour moi, donc parce que j'ai commencé, j'ai pas fini, je fais toujours ça. Mais des fois, je fais des détours. Après, je sais pas comment je me retrouve, mais donc j'ai fait mes 2 sessions d'analyse parce que c'était vital pour moi. C'est-à-dire que je pouvais pas continuer à vivre. Il y avait trop peu de sens. Donc, il fallait en même temps que j'amène du sens, mais pour ça que je puisse concevoir le hors-sens, que je puisse le cerner. Et on peut dire que c'est un autre mot du réel, ça. C'est hors-sens, parce que ça ne peut pas être dit par les mots, donc ça ne peut pas être symbolisé, et comme ça ne peut être ni symbolisé ni imaginé, c'est pour ça que c'est du réel. Donc c'est une grandeur négative, le réel. Donc je faisais ça. Parallèlement, j'avais quand même un métier qui est lié au sens, puisque le graphisme, c'est le signe et le sens. Comment vous faites émerger du sens avec quelques lignes et puis, j'ai découvert donc cette conjonction entre Lacan, ses aspects visuels, et mon activité. Et à ce moment-là, a commencé à pouvoir s'opérer une liaison que je ne soupçonnais pas. Et j'ai commencé à travailler ça, et j'ai fait une première conférence qui s'appelait l'image, le désir et la conscience de soi. Donc pour essayer de rendre compte, dans une école d'art où on m'avait demandé d'enseigner le graphisme, de la manière un peu particulière dont je pratiquais le graphisme. Donc j'ai fait cette conférence-là. Parmi le public de cette conférence, il y avait un psychanalyste, et j'ai utilisé les concepts de la psychanalyse pour expliquer certaines choses, pour rendre accessible en tout cas certaines choses. Et ensuite, il est venu me voir, il avait trouvé ça très intéressant pour lui, etc. Nous avons lié amitié et nous avons commencé à faire un séminaire ensemble. Donc lui, c'est un ancien analysant de Lacan, un psychiatre, psychanalyste. Et donc il a passé 20 ans en analyse avec Lacan, et puis Lacan faisait aussi ses contrôles. Et on a fait un séminaire ensemble qui était diffusé sur YouTube. Et à partir de là, mais j'avais aucune projection. Ça me fait pas fantasmer moi d'être psychanalyste, parce que la plupart des gens disent je suis psychanalyste. Ça fait drôle parce que Lacan dit psychanalyste, je le désuis. Parce que c'est pas un métier, psychanalyste. C'est une fonction à l'intérieur d'un dispositif particulier. Et pour ça, il faut y être appelé en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je conçois pour ma part. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des séminaires avec lui et à essayer de parler de psychanalyse, parce que du coup, je me suis intéressé très fortement à la théorie lacanienne.
Mais chaque fois, quand je m'intéresse à une théorie, j'ai pas de formation universitaire. Tout simplement, il y a des gens qui sont venus me demander s'ils pouvaient faire une analyse avec moi. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, je peux donner ma décision tout de suite, mais je n'ai trouvé aucune raison de me défiler. C'est-à-dire, éthiquement, je ne pouvais pas me défiler. Je ne pouvais pas dire, j'ai pas de diplôme pour ça, Non, parce qu'il n'y a pas de diplôme en psychanalyse, justement. La psychanalyse, c'est pas quelque chose qui est reconnu, avalisé. C'est-à-dire que c'est pas par là que ça se passe. Lacan dit même que c'est antipathique au discours universitaire. C'est-à-dire que c'est ailleurs que là. Et forcément, puisque c'est une structure, et que le discours de l'analyste, la structure du discours de l'analyste, est en parfaite antipathie à la structure discours universitaire. Et donc, je n'avais aucune possibilité de me défiler éthiquement. Je ne pouvais pas dire, si je peux faire quelque chose, là, si je ne le fais pas, quelle va être ma position après? J'étais coincé. Et donc, je n'ai pas pu ne pas le faire. Et donc, j'ai commencé à le faire. Et puis, petit à petit, voilà, les choses se sont développées, puis se sont accélérées. Ensuite, avec ce psychanalyste, il y a eu un différend qui s'est créé suite à une intervention que j'ai faite au Liban, un forum libanais. Et puis, donc, j'ai continué mon chemin sans lui, mais pas tout seul, notamment avec Ramsey, qui est ici. Et donc, on a fait ce travail d'exégèse, mais c'est pas, je me place pas comme là dans une position, justement, parce que c'est une question de structure, les discours, où je serais un professeur qui aurait quelque chose à vous apprendre. Non, c'est un dispositif où je découvre ce que je dis à mesure où je le dis. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis pas capable de prendre la place du professeur, parce que quand j'enseigne l'art graphique, c'est très différent. Là, je suis capable d'être dans la structure du discours du maître. Non pas que je sois un maître, mais la structure du discours du maître, c'est que j'ai une mission vis-à-vis d'élèves qui sont là pour apprendre quelque chose, et j'ai une expérience dans ce domaine-là par rapport à eux, et je dois leur faire passer un certain savoir, et non, on est dans un certain type de relation qui est induit par l'enseignement lui-même. Mais dans la psychanalyse, c'est pas pareil. C'est-à-dire que justement, ce qui caractérise Lacan, ou même Freud, qui se met à écouter les hystériques, c'est de ne pas se mettre dans une position où il va apprendre aux autres. Les autres sont là en position pour Lacan, et j'utilise aussi cette position-là, que ce soit une grande assemblée, comme c'était à Porto Vecchio il n'y a pas longtemps, ou ici, ou des fois des assemblées encore plus modestes, juste pour mettre en position de sujets divisés, c'est-à-dire d'analysants. Je parle et je ne sais pas ce que je vais dire. Et donc, je vais parler et essayer d'entendre, et je vous place, vous, en position, d'une certaine manière, d'analyste, sans que vous le soyez. Mais dans le dispositif lui-même, en fait, c'est un certain mode d'activation de la parole. Voilà. Donc là, on est dans la différence qu'il y a entre... Aujourd'hui, vous avez par exemple des écoles. Jean-Pierre vous posait la question tout à l'heure des écoles. Mais les écoles, la plupart des gens, dans les écoles, il y a des professeurs. Et donc, ils se passent en position de professeur, pas d'analyste. Vous voyez Jacques-Alain Miller, par exemple, il n'a pas d'inconscient, lui. Il dit aux autres ce qu'il faut faire. Il est en place de... Lui, c'est le grand autre non barré. Il organise ses coteries, ses trucs, il place ses gens, etc. Donc, voilà. Mais Solaire, c'est pareil, aux formes du champ lacanien. C'est des gens qui se placent en position de professeur. L'analyse, justement, la position de l'analyse, c'est pas ça. Lacan, par exemple, il voulait pas être à la tribune quand il arrivait quelque part, il se mettait dans la salle et il écoutait, s'il avait quelque chose à écouter, il n'est pas là pour briller, se mettre en avant, etc. C'est un autre genre de rapport à la parole, qui est que la parole vient d'une altérité radicale, nous traverse, et donc ça induit un certain type d'écoute et un certain type de rapport à l'autre. Voilà. Peut-être pour cette première partie, si je peux pas être... Oui, c'est bien. Oui, on va peut-être prendre la parole, quitte à te la redonner. Oui, parce que ma question, c'était par rapport à cette aventure, qui est celle de Christian.
se situer par rapport à ce que Lacan a tenté d'instituer sous le titre de procédure de l'impasse. Oui. Alors, voilà. Là, il faut quand même rappeler que pour lui, c'est un échec et c'était impossible d'institutionnaliser quelque chose de l'ordre d'une passe. Parce qu'il a installé une procédure où il y avait un jeu de billard à 3 bandes, où quelqu'un devait raconter quelque chose à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre devait le rapporter à un jury de la passe, et là, en fait, on devait s'entendre comme quoi, en fait, le langage avait été bien désubstantialisé, on dirait. C'est-à-dire, on arrivait à ce que ce soit des jeux de mots, sans que ce soit l'almanach Vermeaux, mais on se situe du côté du sujet divisé, donc de la castration, et on n'est plus dans les mots qui représentent des choses, mais un signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant. Mais il a vu que ça ne marchait pas, que c'était impossible. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que la passe, c'est du réel. Et on est dans le symbolique. Le sujet est dans le symbolique. Le sujet est dans les deux registres, en fait. Il se prend dans le symbolique, puisqu'il se prend dans le langage, mais le sujet de la psychanalyse à proprement parler, le sujet du signifiant, il est comme... il est divisé, mais il est aussi biface. Il a une face où on le saisit dans le langage, mais en creux. C'est-à-dire que le jeu de l'énoncé n'est pas le sujet de l'énonciation. Le sujet de l'énonciation, c'est celui qui dit « je », mais qui disparaît tout de suite dès qu'il y a énonciation. Hein. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une aphanésis, ou d'un fadim, comme disent les anglo-saxons. Le sujet est toujours évanouissant. Et donc, pour se confronter à la passe, il faut être passé dans le réel. Donc, la plupart des gens qui font des vraies passes, il y a des passes dans le réel, mais qui se révèlent après, ça a été le cas pour moi, dans le symbolique. C'est-à-dire que c'est pas du tout, justement, c'est pour ça que Lacan a arrêté la procédure de la passe, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, dans les écoles psychanalytiques, l'équivalent d'un examen de cooptation. Et c'est pas du tout ça, la passe, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que c'est la position du saint, comme dit Lacan, du saint, S-A-I-N-T. Hein. D'ailleurs, il remarque que c'est une notion qu'il prend chez Balthazar Gracian, et qu'il retrouve seulement chez Mencius, le chinois. C'est-à-dire les deux positions de saint sont dans les œuvres de Mencius. Ça, il en parle dans un discours qui ne serait pas du semblant. Et il dit, j'avais retrouvé ça uniquement chez Balthazar Gracian, c'est celui qui, par le langage, ne peut jamais arriver à une signification. C'est-à-dire la dérive du langage est infinie. Donc on va passer d'un mot à un autre mot, et on va accepter cette position-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui chute, il n'y a pas un signifiant qui chute dans son signifié. Le signifiant est toujours rénové par un autre signifiant, et c'est une position qui est impossible à tenir. Voilà, ça c'est la position du psychanalyste. C'est une position où justement il faut être passé déjà soi quelque part, ne plus avoir besoin de cette soif effrénée de reconnaissance, d'amour, de cette espèce de pathologie infantile, de vouloir en imposer aux autres, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui s'opère dans le réel et qui peut éventuellement être reconnu dans le symbolique après. C'est pour ça que Lacan disait les psychanalystes se reconnaissent entre soi. C'est-à-dire entre soi, mais il ajoute un R, c'est-à-dire que c'est un peu dans l'obscurité, dans leur manière de dénouer un nœud borroméen dans le noir. Donc c'est une façon de dans le langage, le rapport de celui qui entretient son propre sujet, enfin le rapport de son sujet au langage, c'est quelque chose qui se reconnaît et qui se fait comme ça de manière un peu tâtonnante, et ça n'a rien à voir avec une reconnaissance officielle, institutionnalisée, etc. Parce que le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. Parce que s'il prenait son autorisation, c'est un peu comme l'histoire de la liberté, hein. Si quelqu'un vous dit « tu es libre », ça veut dire que votre liberté lui appartient, puisque c'est lui qui vous l'a donnée. Donc c'est quelque chose qui doit émerger de vous, mais c'est une sorte de violence que vous faites à vous-même, et de quelques autres, parce que effectivement vous en référez à d'autres comme ça, qui sont, selon vous, comme vous, dans cette possibilité d'avancer sur un fil tendu, dans le noir, sans savoir vraiment où vous allez, et donc en prenant les risques de votre propre énonciation. Et vous savez que les gens qui disent la vérité sont quand même
Exécuté. Exécuter rapidement. Voilà. Donc, vous acceptez de vous mettre dans cette position-là, et donc c'est une position qui n'est pas enviable. Hein. Je n'y encourage personne, à moins d'être vraiment appelé là et de ne pas pouvoir faire autrement. On ne voit pas comment on peut encourager les gens. Lacan disait quand même qu'on sait qu'il y a de la psychanalyse aussi quand il y a du rire. Oui. Ouais. Quand vous êtes du côté de la psychanalyse amusante, c'est que vous êtes du côté de la vraie psychanalyse. Parce que ça a quelque chose à voir avec le mot d'esprit tout le temps, parce que la vérité, c'est que nous ne sommes que ça, que des mots. C'est-à-dire que nous avons un corps, parce que il faut bien qu'il y ait une caisse de résonance à cette parole. Mais nous ne sommes pas ce corps-là. Nous sommes des mots. Et d'ailleurs, à la fin, il ne reste de nous que des mots. Parce que nous sommes essentiellement ça, du côté du symbolique. Et ça, c'est un grand paradoxe, parce que si on suit Hegel, alors je suis parti tout à l'heure, j'ai laissé un peu tomber, mais j'y reviens, la formation de Lacan, ce qui m'intéresse aussi dans sa formation hegelienne, c'est que Hegel est pour moi le plus grand penseur de l'histoire de l'humanité. C'est l'acmé de la pensée. Et lui découvre, par exemple, que, en fait, nous ne pouvons, c'est même pas penser ni parler, nous pouvons juste imaginer la mort que parce que nous parlons. Sinon, ça nous est absolument inaccessible. Il n'y a que par le biais des représentations que nous pouvons accéder à ça. Évidemment, c'est la mort des autres, parce que notre propre mort nous reste fuyante et impossible ni à symboliser ni à imaginer. Mais le langage, en fait, il est lui-même, donc ce système symbolique, il est le représentant de la mort elle-même. Et pourtant, c'est ce qui nous rend vivants. C'est ça le paradoxe. Il ne faut pas être, surtout avec Hegel, il faut s'habituer aux contradictions. Et donc, il explique ça très bien, notamment avec ce qu'il appelle l'art symbolique, l'art des Égyptiens. Et donc, quand vous voyez une pyramide pour la première fois, vous voyez quelque chose qui est comme une très grosse pierre, un amas de pierres un peu ordonné, mais qui est inaccessible, il n'y a pas d'entrée. Vous ne pouvez pas y accéder. Voilà. C'est là où il y a le mort, à l'intérieur. Donc la mort elle-même est quelque chose d'inaccessible, mais dont le symbole vient donner une représentation, non pas de la chose, de la mort, mais de son inaccessibilité. Quelque chose de définitif et d'inaccessible. Donc le langage est lui-même le symbolique. Alors là, c'est justement là le génie de Lacan de s'être placé dans la pure perspective de la métapsychologie freudienne, c'est-à-dire de la pulsion de mort. Ça se prend sur la pulsion de mort. Le désir lui-même se prend sur la pulsion de mort. C'est-à-dire que notre vie, à nous, elle n'est pas justement une vie biologique. On n'est pas des amibes ni des protozoaires. On est vraiment vivant que quand il y a quelque chose qui dépasse notre propre vie et qui s'appelle notre désir. Et ce désir-là, c'est ce qu'il s'agit de retrouver et de réactiver par le travail de l'analyse. Donc le travail de l'analyse, c'est pas quelque chose pour forcément aller mieux a priori. On y va toujours pour de mauvaises raisons et puis on va découvrir autre chose là-dedans. C'est-à-dire dans la possibilité de parler, la manière dont le désir va passer par les défilés de la parole elle-même et que ce qui est notre vie à proprement parler, c'est-à-dire non pas la survie, parce que la survie, justement, aujourd'hui on vit dans une espèce d'idéologie de la survie, il faudrait survivre, et tous les trucs sur la planète, etc. La vie, c'est pas ça. Le désir, c'est quelque chose qui précède et anticipe le besoin pour nous, en tant qu'être humain, ce qu'on découvre dans la psychanalyse. Et il faut avoir quelque chose de plus grand que soi, notre désir, pour vivre vraiment. Parce que notre vie, c'est autre chose que la survie. Ça, c'est lié à cette conjonction de mort et de vie qu'il y a dans la pulsion de mort, qui est peut-être le concept clé de Freud, et qui la plupart du temps est très mal compris. Parce que la plupart des gens s'imaginent que la pulsion de mort, c'est quelque chose qui ferait qu'on se laisserait dépérir, ou je ne sais pas quoi, etc. Non, la pulsion de mort freudienne, c'est la vie, ça désigne l'inverse, c'est la vie immortelle elle-même, c'est quelque chose qui ne veut pas mourir, quelque chose qui est au-delà du cycle de la génération et de
disparition, c'est-à-dire quelque chose qui insiste à l'infini, comme une pulsation infinie. Et donc, pour bien comprendre, par exemple, la dichotomie freudienne entre Eros et Thanatos, en fait, il faut les placer à l'intérieur de la pulsion de mort. C'est-à-dire que Eros, c'est cette espèce de fascination absolue qu'on a pour la vie. Quelque chose qui nous anime au-delà de tout. Par exemple, quand on est très amoureux ou qu'on a une passion, etc. Et puis, Thanatos, ça va être, à l'intérieur de ça, de cette pulsation infinie, ça va être la possibilité d'en finir réellement. Alors, un exemple un peu plus morbide, c'est quand vous allez dans un centre d'oncologie ou de cancérologie et que vous voyez des gens dont, justement, le cancer, c'est un prototype de la pulsion de mort dans la phase érotique. C'est-à-dire que les cellules ne veulent pas mourir. Elles veulent rester jeunes et elles se multiplient à l'infini. Et donc, quand c'est quelqu'un que vous aimez et que Thanatos arrive, donc la deuxième phase, il redevient humain en quelque sorte. Il arrive enfin à mourir. On trouve ça aussi dans les opéras de Wagner. Hein. Vous savez, Tristan et Isolde, par exemple, qui est exemplaire de ça. C'est-à-dire que ce qui inquiète Wagner le plus, c'est le fait de ne pas pouvoir mourir, que ça dure à l'infini. C'est-à-dire que ça se répète tout le temps. Donc la pulsion de mort, c'est cette espèce d'instance qui donne les zombies, vous voyez, les vampires, voilà. Et donc c'est quelque chose qui ne veut pas mourir. Et le fait de gérer sa propre pulsion de mort, c'est faire passer par le langage, donc la jouissance, disons, civilisée, dont parle Lacan, c'est-à-dire par la parole, cette pulsion de mort de telle manière que on réactive le désir là-dessus et on n'est pas pris dans la pulsion de mort, mais on est soi-même dans la capacité de faire avec cette pulsion de mort. Sinon, on la délègue et puis on la délègue sur des générations d'abord. Hein. Vous savez qu'il faut 3 générations pour faire un psychotique. C'est qu'il n'y a pas eu de prise en compte, il n'y a pas eu d'acte des parents d'accepter de se confronter à leur propre pulsion de mort. Donc, elle va être transmise aux enfants qui, eux, après, ne peuvent plus gérer ça. Ça devient immense et c'est impossible. Il y a un décrochement psychotique. Donc, c'est quand même, c'est en même temps très, très sérieux, la psychanalyse. Et c'est vraiment ce qui nous impose de ne pas trop nous prendre au sérieux non plus. Hein, parce que, justement, ça doit être amusant et ce sont des jeux de mots essentiellement, mais c'est des jeux de mots qui ont plus d'impact que l'almanach Vermont. C'est amener l'analysant à ce qu'il parle assez, qui ait assez de possibilités pour lui de laisser parler la parole en lui pour découvrir ce savoir qu'il a et qu'il ne sait pas qu'il a. Il me semble actuellement, là où j'en suis moi de ma pratique, que c'est pas aussi évident que ça, de se tenir uniquement sur ce seuil-là, et qu'effectivement cette question de laisser sa place aux représentations imaginaires et à cette interrogation dans le sens, etc. Ça c'était peut-être quelque chose qui était notamment avec certains jeunes patients qui viennent nous voir, à prendre en compte de façon juste pour installer un dispositif, voilà. Et que cette question, elle n'était pas aussi facilement, enfin, j'arrive pas à la trancher aussi facilement que vous, peut-être. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Bien sûr que, alors, là, ce que je représente, c'est la position en place d'objet A de l'analyste dans le discours de l'analyste. Okay. C'est ce qui, dans la cure, au moment où... Ça veut dire qu'il y a un vrai dispositif de cure qui est installé. Par exemple, il y a des gens qui sont avec moi en face à face depuis 2 ans. Ils ne sont pas passés. On n'est pas encore là. Ça n'empêche pas que mon écoute est analytique, mais on n'est pas encore dans le dispositif absolu de la cure, où mon interprétation va être non pas celle qui va être projetée de sa part d'un grand autre qui va lui dire la vérité, mais de quelque chose qui va faire achoper sa chaîne signifiante. C'est-à-dire qu'elle va dérailler, parce qu'il est pris dans une chaîne signifiante. Donc, c'est la position à l'intérieur du discours. Mais, bien sûr que pour chaque analysant, il y a
C'est ça, une cure singulière. Oui. Et il y en a qui ont besoin de plus d'accrochage du sens préalable pour se confronter au gouffre du non-sens. Mais le rôle de l'analyse va être d'être implacable là-dessus. C'est-à-dire, implacable. Ah oui, parce que sinon c'est de l'entretien de névrose et ça peut aller loin. Donc, mais il faut le temps. Il y a le temps de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de recette. C'est une position et puis c'est une éthique en fonction de cette position. Voilà. Je pense que ça, c'est de l'ordre de l'intransmissible, et ça, c'est à chacun de voir en fonction de son éthique, puisqu'il n'y a que ça qui va déterminer, au final, la position de l'analyste, c'est son éthique. Alors, dans le même esprit, justement, ce que remarque Lacan, c'est à donner du sens aux symptômes, on le renforce, on lui donne continuité de subsistance. Si quelqu'un arrive et vous dit, voilà, j'ai tel et tel symptôme, et que vous n'essayez pas de faire dérailler la chaîne signifiante, le symptôme va se consolider, puisque c'est un nœud, le symptôme, entre symbolique et réel. Donc il y a soit le réel qui s'est pris dans le symbolique, soit du symbolique qui touche un réel. Et donc, s'il n'y a pas de la part de l'analyste une éthique radicale, le symptôme va être, c'est déjà la solution choisie. Parce qu'on prend, c'est là aussi il y a une inversion, c'est-à-dire on croit que quand on est malade, avant on était bien et là on est malade, donc il faut sortir de la maladie, etc. Alors, en psychanalyse, c'est pas du tout la manière de penser, puisque le symptôme c'est une solution qui est trouvée par le sujet pour résoudre un problème impossible à résoudre autrement. C'est-à-dire une parole qui se coince, qui ne peut pas être dite, elle va pouvoir être dite dans le symptôme, mais sauf qu'elle ne peut pas être entendue dans le symptôme, elle doit être décryptée, elle est comme codée. Donc, c'est une position qui doit être... elle peut pas être tenue, cette position. Il s'agit d'amener l'analysant à dissoudre le symptôme. Évidemment, il va y avoir des améliorations, mais il y a une partie du symptôme qui va rester présente parce qu'il y a de la jouissance dedans. Et c'est là où il y a le réel. Cette jouissance-là, elle est réelle. Et c'est pour ça qu'il a du mal à se débarrasser de tous ces symptômes. Parce que de ces symptômes, il en jouit. Alors jouir, ça ne veut pas dire avoir du plaisir. Jouir, ça veut dire le plaisir du déplaisir. C'est quelque chose qui nous fait souffrir, qui nous fait mal, mais on ne peut pas s'en passer parce que c'est la seule chose qu'on connaît. Donc le sujet va rester pris dans ces symptômes parce que ça, au moins, il connaît. Et si l'analyste n'arrive pas à faire dériver cette chaîne signifiante, il va rester pris dans ce symptôme-là. C'est pour ça que, sous forme de petite blague, on dirait que dans l'expression jeter le bébé avec l'eau du bain, ça aussi, ça doit être inversé en psychanalyse. En psychanalyse, vous allez dire non, il faut jeter le bébé et on garde l'eau du bain. Donc jeter le bébé, ça veut dire jeter le moi, l'idée que l'analysant se fait de lui, comme toujours attaqué de l'extérieur, le fruit de la malchance ou de la méchanceté, etc., a fait qu'il se retrouve pris dans des choses qui le dépassent, etc. C'est ça qu'il faut jeter. Et puis, il faut garder l'eau sale, c'est-à-dire en disant, il s'agit de se confronter à sa propre jouissance. Donc, voilà. Et là, par les mots, ça passe. En l'amenant progressivement par les interprétations à dire quelque chose de ce symptôme et qui retrouve ce nœud de jouissance, il peut se libérer de ce symptôme. Ça arrive, enfin, moi j'ai vu ça plusieurs fois. Peut-être alors, moi il me vient une idée un peu farfelue là, c'est le lien avec quelque chose de l'ordre du politique. Et qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? C'est que l'histoire de la boîte de conserve, qui flottait comme ça, ils étaient à la pêche, mais ils étaient à la pêche, Lacan était à la pêche dans une barque, avec Petit Louis. Et Petit Louis, c'était le patron de la barque, c'était le pêcheur, c'était le gars du coin, quoi. Et c'est Petit Louis qui dit à Lacan, tu la vois là, cette boîte de conserve, elle te regarde.
Je crois que c'est donc lui qui dit ça. Et je trouve ça très intéressant parce que ça, bon, petit Louis n'était pas le patient de Lacan, évidemment, mais effectivement, c'est intéressant parce que ça montre comment le psychanalyste, d'une certaine façon, fait son miel avec le tout venant, avec des trucs comme ça du quotidien. Et ça, c'est une question politique. Je crois que quelqu'un de ma connaissance a écrit quelque part que dire que Lacan était illisible, c'était une position de classe. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est très politique, Lacan. Alors, juste pour revenir sur Petit Louis, elle te regarde immédiatement. Je pense que Lacan, son côté enfantin, parce qu'il disait qu'il avait 5 ans, et ça je comprends très bien, parce que moi j'ai pas dépassé 3 ans et demi, et donc il entend, regarde, ça te regarde, comme t'as quelque chose à voir avec ça. Hein, c'est pas seulement le regard, c'est-à-dire qu'il y a déjà une équivoque là-dedans, une équivoque signifiante, donc il entend ça. Ensuite, effectivement, on a l'impression que Lacan, ça concerne juste donc le sujet, donc une dimension qui est a priori individuelle, et donc la dimension politique est absente de ça, même qu'il avait conseillé les gens qui le suivaient, les plus intelligents, il leur disait, lisez Lamennais et faites-moi un truc à la Lamennais sur la politique. C'est de l'indifférence en matière de religion. Lamennais était un curé qui a écrit un livre génial qui s'appelle De l'indifférence en termes de religion, et faites-moi ça pour la politique. Parce qu'en fait, ce qu'il entendait, c'était par rapport pas à la politique telle que lui l'entend, parce que lui dit précisément que le collectif n'est rien d'autre que le sujet de l'individuel. Donc c'est très politique, Lacan. Mais c'est un lecteur de Marx redoutable. D'ailleurs, il a pris chez Marx la notion de symptôme, parce que c'est pas Hippocrate qui a inventé la notion de symptôme, mais c'est Marx lui-même. Et puis il a pris chez Marx, bien sûr, la plus-value qui va devenir le plus de jouir chez Lacan dans ses discours. Donc, et quand on a retrouvé son exemplaire du Capital qu'il lisait dans le métro, il était tout corné, plein de notes, etc. Il a dévoré Marx. Donc il sait très bien ce qu'il en est de la position de Marx par rapport aux besoins, de la position de Freud par rapport au désir. Et il dit, Freud, évidemment, s'il est un fait, c'est qu'il n'est pas marxiste. Et il n'est pas progressiste non plus. Parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est contre. Ça veut dire qu'il dit aussi, mais Freud n'a jamais dépassé Marx. Parce qu'il y a, en fait, les deux positions, là, du besoin et du désir qui sont articulées. Et pour la psychanalyse, comme j'ai essayé de vous le dire, peut-être maladroitement tout à l'heure, c'est le désir qui prime. On a un désir, ce qui nous humanise à proprement parler. Et là, j'ai mon ami Dominique Pagani, qui est un philosophe, et c'est pas parce qu'il est corse, hein. Ah non. D'accord. Mais pour moi, c'est le meilleur philosophe en France actuellement. Bien au-dessus de Badiou, par exemple. Et Dominique Pagani, il raconte cette expérience il a vécu 30 ans en Afrique. Et donc, quand il traverse le désert, comme ça, dès qu'il s'arrête, on croit qu'il n'y a personne, et immédiatement, d'une dune, sortent 2 ou 3 enfants, comme ça, et qui viennent demander de l'eau. Mais ils ne se jettent pas sur l'eau comme des sauvages. C'est-à-dire qu'ils prennent l'eau comme ça, et puis la font couler un peu dans le désert, avant de boire. Parce que ce qui prime, c'est l'enjeu de la reconnaissance. C'est-à-dire d'être humain, et d'être humain, c'est de ne pas être asservi aux besoins. C'est que je suis capable de différer mon besoin, je ne me jette pas sur la nourriture, et ça. Je dis, je vous en prie, après vous, madame, etc. Donc, le désir, en fait, ce désir qui est au départ lié à la dialectique hegelienne de désir de reconnaissance du désir, elle est de se considérer d'abord comme un être humain. Et donc, ce qui va faire de nous des êtres humains, véritablement, c'est cette notion-là qui est liée au langage, à la parole et à la relation qu'on a à l'autre.
Et donc, comme nous sommes des êtres de néothénie, hein, vous savez que nous sommes nés prématurément, on ne sait rien faire, on est obligé d'être nourri, on s'occupe de nous, on nous fait tout, on nous lave, ça dure très longtemps, il y en a à 40 ans, ils sont encore là. Hein. Donc, bon. Donc, nous sommes intimement, et depuis le début, dépendants de l'autre. Hein, de l'autre qui est d'abord la mère, ou se représentant, mais après ça devient l'autre abstrait, l'autre du grand art, du langage. Et donc dans ce rapport à l'autre, ce qui prime, c'est justement quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas de l'ordre du besoin. Donc dans l'articulation entre Freud et Marx, justement, pour parler un peu politique, il s'agit de replacer cette notion du désir, c'est-à-dire notre aliénation au signifiant, pour le dire en termes lacaniens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va nous signifier de l'extérieur, mais qui n'est que le produit, comme on l'a vu, du refoulement, c'est-à-dire un retour de quelque chose qui était d'abord en nous, mais qui nous revient de l'extérieur, comme la boîte de sardines. Et donc, à partir de là, on va rentrer dans un enjeu de signifiance avec le monde. Et ça prime sur la notion de besoin. Les marxistes, eux, pensent que on doit être dans des conditions matérielles nécessaires et suffisantes pour accéder à quelque chose de l'ordre de notre humanité, parce que sinon, si on est trop aliéné, vous savez que il y a les enfants travaillaient jusqu'à 12 heures, il n'y a pas si longtemps que ça en France, et que Lamartine qui fait passer le temps de travail de 12 heures à 11 heures, c'est une espèce c'est comme aujourd'hui, hein, c'est impossible pour la bourgeoisie de penser qu'ils vont avoir un peu moins d'argent parce que les enfants vont travailler de 12 heures à 11 heures. Donc, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une réalité matérielle, mais cependant, la réalité matérielle, pour la psychanalyse, reste toujours en second par rapport à la vérité, cette fois, du désir. Le désir est lié à la vérité. Et la vérité fait structure de tout discours, même quand un analysant ment à plein tube, il ment au nom de la vérité. Donc la vérité fait structure de tout discours. La vérité, c'est symbolique. Et justement, le symbolique, on l'a vu tout à l'heure, contient, en tant que limite interne, son réel. C'est pour ça que Lacan dit que la vérité ne peut être que mi-dite. Parce que elle est du côté du symbolique, mais dès qu'elle s'approche trop du réel, elle perd son statut de vérité, puisqu'elle sort du symbolique et elle devient le réel lui-même. Donc, le rapport politique, c'est un rapport à la vérité, donc c'est très difficile à manier. Donc moi, je suis en train de faire un livre là-dessus, j'ai 1000 pages, et je sais pas, je commence à les structurer, à l'organiser. C'est ce rapport-là entre le besoin et le désir, en donnant le primat au désir, et donc, mais sans sous-estimer non plus la notion de besoin, etc. Donc parce que il faut manger pour vivre, effectivement, et que il y a quand même des excès dans le monde qui vont pas s'amenuisant, hein, surtout en ce moment où il y a une poignée de personnes qui ont plus de ressources matérielles que la moitié de la population de la Terre. Donc, bien sûr, il y a ça, mais c'est une juste articulation là du désir et du besoin sur laquelle il s'agit de travailler. Je vais me permettre quelque chose qui se veut humoristique, je ne sais pas si je vais y réussir. Tu as déjà réussi. Bon, c'est quelque chose que vous connaissez tous, n'est-ce pas? C'est quand même cet officier romain qui dit à son prisonnier « Pars, tu es libre ». Et au Catalinetta Bella Cicix de rétorquer « Après la sieste ». Alors, je crois qu'effectivement, et la question de la prescription de la liberté, oui, et la question du désir me semblent parfaitement résumées voilà, dans le dessin et la plume du Derzo et de Goscinny. On dirait qu'aujourd'hui, quand même, s'il y a encore plus de résistance, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui, à aller sur le divan et à s'interroger effectivement sur qu'est-ce qu'il en est de mon propre désir, quoi. Ah bah, je pense qu'au plan social, la résistance à la psychanalyse s'est perfectionnée ces dernières années. Ouais. Ben oui, vous savez que là, au prochain programme du bac, il n'y a plus ni Marx ni Freud au programme. J'ai entendu. Par contre, tout à l'heure,
Vous savez que sur Montpellier, il y a une formation de psychanalyste, hein, quand même. Partout dans le Il y a monde. des universités qui essayent de mettre Ouais. un diplôme. Mais là, Lacan dirait il n'y a pas de formation de psychanalyste, Ouais. seulement des formations de l'inconscient. Ouais. Il y a des formations de l'inconscient qui sont le lapsus, l'acte manqué, le rêve. C'est des formations de l'inconscient. Mais une formation de psychanalyste, ça n'existe pas. La lettre du graphiste Oui. et la lettre selon Lacan. Alors, ça c'est un passage assez à la fois complexe et cependant accessible parce que vous pouvez en faire l'expérience. Donc, on essaie de voir ces notions là d'imaginaire symbolique et réel et le fait que le réel est la limite interne du symbolique. Donc, Lacan va faire un jeu de sens entre le littéral et le littoral. Et le littoral, en fait, on ne sait pas vraiment où ça commence et où ça finit, parce qu'il y a tout, c'est un mouvement constant. Et donc, il va faire de ce jeu entre litère en anglais, ça signifie l'ordure, ce qu'on jette. Hein. C'est pour ça qu'il déclara que Joyce, en fait, se guérit lui-même de sa psychose en écrivant. Parce qu'il fait de la lettre, litter, une ordure, une immondice. Et cette lettre-là, en fait, on peut la concevoir à la fois dans son équivoque signifiante. Là, c'est vraiment le plus intéressant, je trouve. Parce que dans les écrits, donc qui sont... Lacan n'écrivait pas, hein, Lacan parlait. Alors, mais on lui a demandé à un moment, j'imagine, ou alors il a décidé lui-même de rassembler dans ses écrits. Donc ça s'appelle écrit parce qu'il a rassemblé ce qu'il enseignait depuis des années dans les séminaires, et puis il en a fait les écrits. Mais c'est pas du tout chronologique, les écrits. Ça commence par le rapport à la lettre volée. La lettre volée, d'ailleurs, Purloined Letter, c'est pas vraiment volé. Hein. C'est traduit par Baudelaire, la lettre volée, mais c'est pas vraiment volé, c'est une lettre en souffrance. Et là, on a une équivoque de la lettre avec l'épistole. C'est-à-dire que tout le monde voit la lettre, personne ne parle de son contenu. Donc c'est la lettre en tant que l'enveloppe, en quelque sorte, hein, puisque c'est ça que Dupin va aller chercher dans le conte de Poe. Et il y a une remarque très intéressante de Lacan, il dit, est-ce que Edgar Poe jouit comme Dupin quand il arrive à piquer la lettre chez le ministre? Est-ce qu'il en jouit? Donc on a cette lettre-là comme contenant sans contenu. Elle passe de l'un à l'autre. Les gens savent ce qu'il y a dedans et c'est toujours un jeu de réflexion à l'infini. C'est-à-dire la reine sait que le ministre sait que la reine sait que le ministre n'a plus la lettre. C'est toujours un jeu comme ça. Et donc on est dans le langage. Hein, on est dans un jeu de dupes. Et comme par hasard, et ça c'est le génie de Poe, le sujet, c'est l'idiot hein, du village, et c'est le roi lui-même, qui ne sait rien. Donc, il ne sait rien de ce qui s'est passé. On peut se dire, en fait, comme c'est la reine qui a cette lettre-là, et que le ministre arrive à lui piquer devant elle, elle ne peut rien faire, parce que tout le monde voit. Et donc, s'il peut la faire changer, on peut s'imaginer qu'il y a derrière quelque chose de l'ordre du sexuel. Hein, parce que sinon, quel peut être l'autre enjeu que ça hein? En tout cas, c'est pas dit, mais c'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde. Donc, le rapport sexuel, il ne s'écrit pas. Il n'y est pas dans la lettre. Il est juste ce qui ne s'écrit pas, mais qui va faire le tour de tout le monde. Et donc là, on est dans la lettre en tant qu'épistole qui commence les écrits et qui met le lecteur dans la position où il se dit, en fait, ils ont tous l'air vachement intelligents, mais personne n'a rien compris, du coup.
Même Pau lui-même, peut-être, n'a pas compris. Donc Lacan, lui, il dit attention, la psychanalyse est de cet ordre-là. Dès que vous croyez comprendre, c'est que je me suis mal exprimé. Puisque c'est de l'ordre du signifiant. Un signifiant qui ne signifie pas. Parce que sinon, c'est insignifié s'il signifie. Donc c'est là où il instaure la notion de phallus. Hein. Mais la lettre, c'est aussi la plus petite partie d'un mot hors sens. C'est juste une lettre qui fait partie d'un mot. Des fois, une lettre peut être un mot, comme, je sais pas, le A avec un accent, par exemple. Mais sinon, c'est une partie d'un mot. Mais là où on voit la dialectique qui joue, et c'est là où mon travail de graphiste m'a servi, c'est que pour voir, il faut ne pas lire. Voilà. Donc l'équivoque là, avec la lettre, elle est que il y a une double équivoque, il y a celle de l'épistole et de la lettre en tant que plus petite partie hors sens d'un mot. Donc le réel, c'est là où il place le réel dans le symbolique, puisque la lettre est réelle, elle n'est pas symbolique, elle ne délivre pas un sens particulier, c'est une forme, c'est un dessin. Et la lettre, dès qu'elle devient lisible, qu'elle s'inscrit dans un mot, elle devient aussi un élément du symbolique. Et donc là, on a une articulation, par exemple, entre le réel et le symbolique. Je prends beaucoup de plaisir à entendre enfin, des choses sur un autre mode de celui qu'on a déjà entendu, et puis avec quand même un développement. Ce qu'il en est de la lettre graphique, par exemple, j'en étais quand même assez éloigné avant de prendre connaissance des travaux de Christian. Ah, et à propos, écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est que je me disais que, pour ceux qui me connaissent et à entendre Christian, ils ne doivent pas être étonnés qu'on se soit rapprochés. Parce que je trouve comme ça qu'on a quelque chose en commun, quoi. Ouais. Il y a un autre truc qui m'a intéressé dans ce que vous avez dit, c'est le corps comme le corps comme quoi, comme caisse de résonance. Ou caisse de résonance. Mais oui, bien sûr. Il se trouve que depuis quelque temps, avec Noël, nous chantons. Hein, et nous sommes comme ça à l'écoute, bien sûr, mais également sous la direction de notre chef de chœur qui nous apprend à chanter. Et moi, j'ai découvert que pour chanter, il fallait considérer son corps comme une espèce de contrebasse munie d'un tuyau. C'est-à-dire, il faut qu'en bas, il y ait de l'air, hein, et que dans ce tuyau, et dans les cavités, le son circule. Et c'est, pour moi, cette histoire une telle expérience que quand je chante et quand je produis des notes qui soient des notes, quoi, eh bien, d'une certaine façon, ça m'est pas très agréable parce que ça me fait vibrer les oreilles, ça me chatouille, quoi. C'est-à-dire que ça me transforme en instrument de musique et je suis pas sûr d'être très content. Voilà. Mais alors, quelles seraient les questions, selon vous, quelles seraient les questions actuelles de la psychanalyse? Est-ce qu'on pourrait trouver des questions actuelles? Pour moi, il y a deux questions actuelles sur lesquelles je travaille. Oui. C'est, je vous ai dit quelques mots, je peux en dire un peu plus sur les rapports de la psychanalyse et de la politique. Parce que la psychanalyse est totalement désinvestie de la politique, parce qu'elle est déconsidérée par les politiciens. Mais il faut dire, les représentants de la psychanalyse, ils sont pas beaucoup. Si on ne veut pas les prendre au sérieux. C'est ça. Hein, c'est devenu des journalistes. On voyait que Jacques-Alain Miller, soi-disant l'héritier de Lacan, enfin oui, c'est l'exécuteur testamentaire, mais on l'appelle l'exécutaire testamentaire. Et donc qui est dans le soutien absolu à Macron, oui, par ça, exemple. donc ils sont liés, là. Ouais. Ils sont liés, politiques. Ah mais c'est justement, c'est pas ça la politique. Non. Parce que ça, justement, c'est la dérive. Alors Lacan avait une image pour ça. Il disait le guano. C'est-à-dire que sa parole était comme des falaises très aiguisées, très aiguës, et
tous ceux qui le suivaient comme ça venaient déposer leur guano, c'est-à-dire leur merde, dessus pour que les arêtes n'en soient plus. Et donc ça donne ça, donc Miller qui se vante d'avoir sauvé la France du fascisme aux dernières élections en faisant voter Macron, parce qu'il a fait des pétitions contre Marine Le Pen. C'est grotesque, enfin, il vaut mieux en rire. Et d'un autre côté, la politique, c'est une extension de territoire. Donc, ça veut dire combien on est, est-ce qu'on est dans telle région, dans tel pays, dans tel truc, etc. Et donc, la politique, c'est ça. Alors que la réflexion politique, justement, de la psychanalyse est indissociable de l'éthique, du social et de la clinique. Et ces aspects-là, en fait, on arrive à disons, ce que je vais essayer de développer dans le livre, c'est-à-dire que le capitalisme, alors les gens descendent dans la rue, il faut mettre à bas le capitalisme, etc. Mais c'est pas possible, parce que le capitalisme, c'est pas quelque chose qu'on peut détruire, puisque c'est un discours. Et donc, la seule manière de porter un coup au capitalisme, c'est d'abord de comprendre que c'est un discours. Ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'il ne suffit pas de le dire pour ça. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une structure discursive et en quoi le discours capitaliste est une perversion, parce qu'il ne fait pas lien social et qu'il est une copulation du discours du maître et du discours de l'universitaire. Donc je vais essayer de rendre accessibles ces choses-là. C'est qu'en passant par la psychanalyse qu'on peut le comprendre, ça. Oui. Cette notion même de structure, oui. ça, oui. Il n'y a que qu'en passant par la psychanalyse qu'on peut le comprendre. Effectivement. C'est pour ça que la psychanalyse a un rôle important, et c'est une question cruciale. Et deuxièmement, c'est avec la religion. C'est-à-dire que les deux axes sur lesquels je travaille, c'est deux articulations, la politique et le religieux. Puisque dans la troisième, Lacan dit que seule la psychanalyse peut permettre une sortie du religieux, mais il n'y croit pas vraiment. Et pour ça, il faut réanimer. Alors c'est pour ça que pendant un certain temps, et même maintenant, j'ai quand même une certaine amitié à distance, je ne le connais pas, mais pour Slavoj Žižek, parce qu'il a réinvesti le christianisme de sa puissance subversive. Il y a deux versants dans le christianisme, il y a un versant de perversion et un versant de subversion. La perversion, c'est ce qu'on trouve dans l'Église et la déperdition de la parole et de la position éthique chrétienne. Et la subversion, c'est vraiment être au plus proche du texte et des interprétations, comme en fait Hegel notamment, et le fait que Freud lui-même est arrivé à avoir une position chrétienne, etc. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. C'est pour moi les deux chantiers qui sont des chantiers théoriques, je dirais, mais au sens étymologique du terme. C'est-à-dire premier, parce que très souvent on emploie le mot théorique à contresens, comme la plupart des mots sont employés à contresens. Mais théorique, c'est plus grave, parce qu'on oppose théorie à pratique. Or, la théoria grecque, c'est ce qui vient de la pratique. C'est à partir de la pratique qu'on peut construire une théorie. Parce que à partir de la pratique, par exemple, de la statuaire, quand vous êtes à votre 80e statue, vous commencez à théoriser que si vous tapez comme ça sur le marbre, il y a un éclat qui va se faire comme ça, etc. Donc vous tirez des enseignements. Donc la pratique et la théorie ne s'opposent pas, mais la théorie vient de la pratique. Donc là, justement, ma pratique aussi bien en tant que graphiste que maintenant en tant qu'analyste, etc., me permet d'observer un certain nombre de choses et de tirer des enseignements de ce que je vois et de ce que j'entends. Et donc voilà, ce sont des chantiers théoriques. Mais sinon, après, c'est un travail qui se fait au quotidien. Alors je sais plus qui, je crois que c'est Gandhi qui disait « Le monde ne tient que parce qu'il y a des gens gentils ». Donc c'est vrai que au quotidien, il y a quelque chose qui tient, on ne sait pas comment, parce qu'il y a des gens qui se comportent d'une certaine manière. Voilà. Donc chacun a à faire ce qu'il a à faire en fonction de son éthique au quotidien, et puis ceux qui peuvent essayer d'amener de la dimension théorique véritable, donc c'est-à-dire, comme disait Lénine, il ne peut pas y avoir de révolution sans une théorie de la révolution. Donc c'est impossible puisque toute réalité se structure en un discours. Il peut y avoir de changements, la politique,
que s'il y a d'abord, pour moi, une prise de conscience subjective de l'aliénation au discours et des possibilités de sortir de cette aliénation au discours. Évidemment, ça demande un travail. C'est plus difficile, je veux dire, que de regarder la télé en permanence et de voter et d'aller là où le discours dominant vous dit d'aller. Ça demande de se faire violence parce que vous sortez des choix qui sont déjà faits pour vous, c'est-à-dire où vous êtes à gauche ou vous êtes à droite, ou vous êtes pour la tolérance ou pour le fondamentalisme. Tous ces choix, ce sont des faux choix. C'est-à-dire que la vérité ne se pose jamais comme ça. Donc il faut remettre en question le langage, remettre en question les signifiants et sa propre inscription dans le monde en étant porteur de signifiants autres qui en même temps vous mettent un peu en marge avec les autres, mais en même temps promettent la possibilité d'un changement. Donc voilà, ça c'est le chantier qui est pour moi le plus pressant. C'est la question que doit se poser la psychanalyse. Dans sa clinique, normalement c'est ce qui se fait dans la clinique un par un, de manière singulière, c'est que chacun qui sort d'une analyse ne peut plus se retrouver avec des œillères et croire que c'est ou Macron ou Le Pen. Il faut bien se dire, non, il y a quelque chose qui a foiré quelque part. C'est pas possible que le monde puisse se réduire à ça. Et puis l'aspect spirituel, ça m'intéresse beaucoup aussi, parce que justement, dans la déliquescence des langages, il y a une déperdition, notamment sur le plan théologique. Aujourd'hui, plus personne ne connaît la théologie, alors que tous les jeux de langage et tous les jeux de logique ont été faits par la théologie. Et donc, sans connaître la théologie, c'est impossible de se déplacer dans les signifiants. Tous les gens que je vous cite sont des gens qui connaissent très bien la théologie. Lacan, par exemple, connaît très bien ça, et même un philosophe comme Zizek connaît très bien la théologie. Sinon, c'est impossible de rentrer dans les paradoxes et les contradictions qui sont les enjeux d'une époque. Donc, je dirais que le principal objectif d'une psychanalyse qui serait politique aujourd'hui, ça serait à la manière hegelienne, c'est-à-dire ne pas s'imaginer être au-delà de son époque, mais au contraire, essayer de comprendre quelle est la subjectivité de l'époque. C'est ça. C'est vrai qu'on peut déplorer cet état de fait, mais n'empêche que c'est ça qui se passe. Et effectivement, quels sont les enjeux dans la clinique et comment ça nous engage un peu différemment en tant qu'analyste quand il y a cette prégnance du sens et de l'imaginaire qui est là. Et effectivement, on peut le déplorer, mais n'empêche que c'est comme ça que ça se propose. Mais ça, c'est tout le problème qui était soulevé tout à l'heure, à savoir, c'est qu'effectivement, en présence de quelqu'un, appelons-le d'un patient pour faire bref, il y a l'éthique, ça consiste à au moins ne pas lui nuire. C'est ça. C'est-à-dire ne pas l'empêcher. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a souvent à l'origine d'une demande de psychanalyse? Il y a ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, dans un premier temps, c'est parce qu'il y a des méchants, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et puis on va essayer de combler ça, mais on le comble. Mais ça marche toujours pas. Alors il faut creuser. C'est là qu'on arrive effectivement à se laisser entendre. Il y a un ami qui devait être là aujourd'hui, qui ne l'est pas parce qu'il travaille de la psychanalyse à Paris. C'est notre ami Gilbert Poletti qui me posait des questions comme ça. Et il me posait notamment une question de savoir l'humanisme alors, et qu'est-ce que c'est que la désubjectivation. Alors ça m'a donné à réfléchir. Je lui ai dit que l'humanisme tel qu'on le mot qu'on emploie actuellement de nos jours, c'est une plaisanterie, quoi, parce que il est bien évident. C'est l'humanitaire, oui. Oui. L'humanitairerie de commande. Voilà, c'est ça, c'est les paroles de Lacan. Mais il faut bien voir d'où ça vient. L'humanisme, à l'origine, c'est des gens qui se préoccupent des humanités. C'est à la Renaissance, c'est des gens comme ça. Puis c'est après que c'est secondairement et que ça a été récupéré. Non, mais il faut être humain. Comme si l'humain pouvait être autre chose. Il y a un plaisantin qui disait, mais vous rigolez, quoi. Être inhumain, seul l'humain peut être inhumain, mais rien d'autre peut être inhumain. Bon. Alors, cette réflexion-là m'a mené à une autre réflexion qui est à propos de la mort, qui est la question de la seconde mort. C'est-à-dire de cette rage dont sont animés certains, de ne pas se contenter d'oxyre son prochain.
Hein, ne se contente pas du meurtre. Le trucide. Voilà, banal, comme ça, du coup de goumis. Bon. Mais il faut encore qu'on en oublie jusqu'au souvenir, c'est-à-dire la dimension de l'effacement, de l'éradication. Les nazis avaient tenté quelque chose là, puisqu'ils voulaient effacer la trace même de la solution finale, hein, en oubliant toutefois que tous les animaux le savent, quand on essaye d'effacer sa trace, on fait évidemment une autre trace. Hein. Bon. Mais cette question quand même de la seconde mort, qui a été posée à propos de Lacan précisément, puisque notre collègue Dorchoy a écrit un bouquin intitulé ainsi, pour envisager et analyser le destin que l'on réservait au travail de Lacan, qui semblait être finalement, par exemple, dans ce que fait Jacques-Alain Miller, la seconde mort de Jacques Lacan. Hein, voilà. C'est quelque chose qui, aussi, d'une certaine façon, nous fait penser à Sade, qui non seulement voulait mourir, mais voulait aussi disparaître, qui est plus qu'une trace, c'était disparaître du regard de Dieu, quoi. C'était un défi ultime. Alors ça, économiquement, comment on le situe? Mais je pense que ça reprend vraiment les principes de la pulsion de mort. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ces deux moments-là sont ceux qui appartiennent à la pulsion de mort. Donc ça veut dire qu'il s'agit pour nous de nous réconcilier avec notre pulsion de mort. Hein. C'est-à-dire que la réconciliation, disons le travail d'émancipation, de désaliénation, présuppose un moment de réconciliation avec l'aliénation elle-même. Voilà. Donc notre mortalité, par exemple, et le fait qu'il y a en nous une certaine prétention à l'immortalité, parce que ce que font, par exemple, Jacques-Alain Miller ou Colette Solaire, c'est qu'ils visent l'immortalité symbolique. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que eux, quand ils seront morts, ils auront apporté quelque chose d'assez significatif dans la théorie pour être considérés encore dans quelques centaines d'années. Ce qui est faux, hein, il restera absolument rien, hein, parce que c'est très très en dessous de ce qu'a amené Lacan. Donc ça va disparaître. Hein. Mais c'est justement un effet de la pulsion de mort. C'est-à-dire que se voulant immortel, d'abord, il tue, c'est vrai, le texte de Lacan, mais parce que eux se voudraient justement survivre en tant que texte à leur propre disparition physique. Alors qu'il s'agit de se réconcilier avec sa propre insignifiance, en quelque sorte. Hein, c'est d'ailleurs la position psychanalytique par excellence. C'est paradoxal, mais c'est vrai que quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, je lui dis, écoutez, le premier entretien, je dis, bon, si vous voulez, si vous venez voir quelqu'un qui vous propose une analyse. Donc une analyse, c'est pas une psychothérapie, c'est pas de la psychologie. Si j'étais un psychologue ou un universitaire, je vous dirais, que puis-je faire pour vous, pour que vous alliez mieux, parce qu'en principe, s'ils viennent, c'est qu'ils vont mal, en étant plus vous-même. Mais moi, je vous dis pas ça. Moi, je vous dis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Parce que c'est vous qui pouvez faire quelque chose pour vous. Pour aller mieux, c'est le seul truc qui reste, parce que quand même, le but, c'est pas d'aller plus mal. Hein. Donc, pour que vous alliez mieux, mais non pas en devenant plus vous-même, parce que c'est impossible d'être soi-même. On devient soi-même que quand on est mort. Hein. On devient son propre cadavre. Donc, mais en devenant rien. Et alors là, c'est quand même, on est à l'opposé des critères de l'époque, hein, du selfie. Hein. Tout le monde est quelqu'un aujourd'hui. C'est-à-dire le spectacle est devenu total. Hein. Chacun se prend. Je vois des trucs. Hier, je traversais le jardin des plantes. Une femme voilée, des pieds à la tête comme ça, qui prenait un selfie devant le. Ah, j'ai voulu faire la photo de ça, mais trop tard. Le temps de prendre, c'était fini. Mais c'était quand même extraordinaire, quoi. Voilée, faire un selfie. Donc, on imagine quand même la puissance du discours qu'il y a derrière pour arriver
à ce qu'il y ait des comportements comme ça. Parce que le discours, chez Lacan, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il appelle ça un discours sans parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parole pour qu'il y ait des discours. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui fait que les gens vont être reliés de telle et telle manière. C'est un dispositif qui est quadripartite, donc parce qu'il y a 4 places, et puis il y a 4 manières d'occuper ces places. Et donc, c'est cette prégnance du discours qui amène à ce que il y a des comportements de ce genre-là. Et donc, devenir rien, c'est vraiment quelque chose qui semble impossible à faire passer aujourd'hui. Alors que c'est la seule position qui permet justement ce retrait, de sortir de la domination sur nous de la pulsion de mort. Il s'agit de dompter, comme un cheval. C'est quelque chose, la pulsion de mort, on peut pas la dominer, on peut pas l'éliminer. C'est quelque chose qui fait que nous sommes en vie, la pulsion de mort, parce qu'il y a une pulsatilité elle-même. Mais on a à se réconcilier avec cette notion de pulsion de mort, avec notre propre disparition, etc. Et ça, effectivement, c'est peut-être la manière de concevoir ces 2 morts-là, hein, parce qu'il y a toujours Eros et Thanatos dans la pulsion de mort. Et la deuxième mort, elle est une libération, hein, c'est comme dans le vaisseau fantôme de Wagner, hein, où la malédiction, c'est de ne pas pouvoir mourir. Hein. Vous vous rendez compte si cette vie, tous vos soucis que vous avez, là, que vous oubliez momentanément, s'ils se poursuivaient à l'infini. Il y a une scène comme ça dans un film récent, parce que ça, c'était une question de Kierkegaard. Hein. Donc, le vrai traumatisme, c'est notre liberté, et parce que qu'est-ce qu'on ferait si cette vie-là se poursuivait à l'infini? On pourrait pas, c'est insupportable. Il y a un western qui est sorti, moi j'aime bien les westerns, il y a un western qui est sorti il y a 2 ans, là, ça s'appelle Hostiles, avec Christian Bale. Et il y a à un moment, au milieu, là, une phrase, la femme, elle vient de vivre un truc horrible, c'est repris de John Ford, la prisonnière du désert. Toute sa famille est assassinée devant ses yeux par c'est un truc abominable. Et donc elle est prise en charge par le Christian Bale, qui fait partie de l'armée, qui doit raccompagner des Indiens dans un autre territoire. Et puis à un moment, elle se rend compte, on voit, que peut-être ça n'en finira jamais. C'est que même si elle meurt, ça va continuer, ces souffrances. Ça, c'est le vrai traumatisme. Donc, se réconcilier avec la pulsion de mort, c'est accepter aussi notre disparition possible. Et c'est un travail qui se fait au quotidien. C'est quelque chose qui peut être instillé par le travail analytique. Parce que quand vous vous rendez compte que vous êtes à ce point, que votre jouissance, vos fantasmes, tout ce qui vous semble le plus vous-même, c'est juste gouverné par le signifiant, c'est rien d'autre que ça. Ça fout un coup sérieux quand même à votre fierté. Hein. L'orgueil, là, vous pouvez vous le mettre sous le bras. Hein, parce que vous êtes très peu de choses. Mais finalement, après l'effet un peu traumatique que ça propose, il y a une immense libération quand même. C'est-à-dire que vous avez vraiment, là, un espace de liberté qui s'ouvre. Et donc, ça passe effectivement par cette question et cette gestion de la pulsion de mort. Et c'est ce qui est toujours double. Il y a toujours un mouvement de réflexivité dans chaque notion. Et la négativité doit s'appliquer à elle-même. Donc, la première négativité qu'on éprouve, Freud parlerait de vexation de l'humanité, c'est que je ne suis pas moi. Il y a quelque chose d'autre que moi. Je n'accède pas directement à mon corps. Donc, c'est ma première négation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui parle en moi, mais moi, je n'accède pas à moi-même. Ce qui se passe dans mon pancréas, là, je n'en sais rien du tout. Et je ne peux pas le savoir. C'est un mot, pancréas. Je peux apprendre ça, avoir un savoir universel. Ça m'amènera pas à savoir ce qui se passe dans mon pancréas. C'est-à-dire que je suis déjà coupé de moi-même. C'est-à-dire que mon sujet, alors, à l'époque de Hegel, on disait le moi, mais après, il y a une différence entre le moi, qui est un objet, et le sujet, qui appartient à l'imaginaire, et le sujet qui appartient au symbolique. Donc, mais pour simplifier, on va dire, le moi est la négation du corps. Première négation. Après, je dis, alors si c'est la négation du corps, je vais le chercher dans le langage. Mais il n'y est pas non plus. Parce qu'il est toujours représenté par un signifiant
qui ne le représente pas. Donc, il est ni dans le corps, ni dans le langage. Ça fait une double négation. Donc, on est passé du rien au moins que rien. C'est-à-dire qu'il est nulle part, représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Donc, mais il y a quelque chose là de pulsatile, comme il est toujours représenté par un signifiant, et c'est ça la pulsion de mort, en fait, paradoxalement. C'est une des représentations de la pulsion de mort, c'est il n'y a plus rien. Vous imaginez, comme dans les films Terminator, une terre gaste, c'est-à-dire dévastée ou entièrement brûlée au dernier degré par des milliers d'explosions nucléaires, et à un moment, il y a une petite plante qui va sortir, brin d'herbe, ben c'est ça la pulsion de mort. C'est-à-dire c'est la vie immortelle, c'est-à-dire une pulsation à l'infini. Donc il y a toujours quelque chose qui pulse. Et ça, la pulsion de mort, à son niveau zéro, c'est un symptôme. Donc il n'y a pas rien, parce qu'il y a toujours le symptôme. Il y a toujours un symptôme. Voilà. Le rien des bouddhistes, le nirvana, etc., n'existe pas, parce qu'on ne peut même pas se reposer. On nous enlève ça, donc... Voilà. Lacan disait, les amants des bouddhistes, ne pas vouloir désirer, c'est encore un désir. Ben oui. Voilà. Quand on veut se priver d'une jouissance, la logique fondamentale du surmoi, c'est on jouit de cette privation. C'est exactement le même principe. C'est on est coincé. Beckett avait un mot définitif pour ça. Il dit vous êtes sur Terre, c'est sans remède. Oui, nous sommes coincés parce que nous sommes pris dans le langage, dans une espèce de trame symbolique très complexe. C'est pour ça que on peut comparer le langage, l'arrivée du langage, comme le cheval de Troie. C'est un cadeau empoisonné. Donc, on nous fait un cadeau qu'on ne peut pas refuser. Vous savez, comme dans le film Le Parrain. C'est-à-dire, je vais lui faire un cadeau qu'on ne peut pas refuser. Et donc, on nous fait un cadeau qu'on ne peut pas refuser, c'est le langage. Mais après, le langage nous colonise et on est pris là-dedans. Donc, on est coincé. Et la seule manière, c'est de concevoir que ce qui a été noué par les mots ne peut être que dénoué que par les mots. Comme dans l'opéra de Wagner, de Parsifal aussi, Perceval, donc où la blessure faite par l'épée au roi Amfortas ne peut être guérie que par l'épée elle-même. Donc seuls les mots peuvent dénouer les mots, et notre aliénation au signifiant, qui qu'on soit, quoi qu'on pense, pour la psychanalyse, ça a lieu entre 0 et 3 ans, et c'est lié aux mots. Et donc nous sommes tous noués, liés par le langage, c'est ça notre aliénation au signifiant, et donc il n'y a que par le langage, en réapprenant à parler, ça fait partie du projet politique, réapprendre à parler, donc en réapprenant à parler, et nous on a une chance en Corse, on a une tradition de l'oralité. On n'écrit pas tellement en Corse. D'ailleurs, le philosophe dont je vous parle, Doumé Pagan, il n'est pas reconnu parce qu'il a écrit juste un seul livre sur Hegel, parce qu'il n'arrive pas à écrire, ça ne lui plaît pas. Mais par contre, il parle très bien, et il engage son énonciation dans sa parole. Et donc, c'est réapprendre à parler, c'est réapprendre à manier imaginaire symbolique et réel par la parole, qui n'est pas l'écriture, justement, qui est le langage véritable. Et pour Lacan, d'ailleurs, l'écrit n'est pas du langage. On peut parler à partir de l'écrit, mais l'écrit n'est pas du langage. C'était déjà le point de vue de Platon. Oui. Oui, ça a été tardif que les cours de l'académie aient été retranscrits. L'enseignement a été intégralement oral. Il n'y avait rien. Après, il y en a qui ont dit, bon, il faut quand même... C'est faire trace. Ouais, quelques traces. Mais c'était pareil pour les grandes tragédies. Il se préparait une tragédie, le tragédien, l'artiste, mettait tout en scène, etc., écrivait tout, faisait les décors, faisait les répétitions, etc., et il y avait une représentation et plus jamais rien, et aucune trace de tout ça. C'est comme ça quand même, l'art, au départ. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la muséographie. C'est-à-dire les mecs font des trucs pour les mettre dans les musées. C'est mort, et ça va être visité comme on visite des trucs morts. Mais au départ, c'était vivant. C'est pour ça que Hegel dit que l'art est mort. En fait, l'art appartient au passé. Jusqu'aux Grecs, on était encore dans l'art, mais maintenant, justement, c'est autre chose, quoi. Mais comme il est très fort dans le maniement des contradictions, il dit qu'on y a encore accès, mais parce que l'art se caractérise par sa possibilité de performativité liée à son être passé. Donc, il nous redonne accès, justement, comme il y a une métaphore très belle d'une vendeuse de fruits, là, qui porte les fruits, dans la phénoménologie de l'esprit. Mais justement, ce qu'on oublie, c'est que c'est la parole qui nous fait vivre.
Et cette parole-là, c'est justement la psychanalyse, peut-être, c'est le dernier lieu de la parole. Tout doit être écrit, parce que ce qui est écrit, tout ce qui est social doit être écrit. Si vous avez une altercation, là, en sortant, un truc, si c'est pas écrit, vous êtes foutu. Donc il y a que l'écrit qui compte dans la société, et pourtant, la vérité, elle est que du point de vue de la parole. Et c'est le dernier lieu où ça ne se passe que par la parole. Où la parole est sacralisée. C'est pour ça que les psychanalystes qui vont et qui récitent un texte, qui lisent des textes, de manière très très ennuyeuse, parce que j'ai assisté à 2 ou 3 congrès de psychanalystes, c'est vraiment... Là, pour se suicider, il n'y a pas mieux. Hein, Donc, vous écoutez les gens qui d'une voix monocorde, qui lisent leurs textes, c'est vraiment... C'est le contraire de la psychanalyse. Donc Freud, il refusait ça, hein, dans sa Société du mercredi, justement. Il disait que quand je vais au restaurant, je me contente pas de lire le menu. Voilà.